Chers amis du potager du paresseux, 18 février, pendant 2 jours, ici en Alsace, il a neigé, il est tombé une bonne couche. Comme vous le voyez peut-être derrière moi, bien que ce soit un peu trop contrasté, pour l'instant cette neige tient. Et donc ce n'est pas un temps à mettre un cardiaque dehors, et de toute façon le potager est sous une couche de neige. La couche de neige remplace un peu la couche de glace que vous avez au rayon poissonnerie pour bien conserver le poisson. Donc ça veut dire que là, en ce moment, question activité, c'est un tout petit peu au ralenti. Alors je vais en profiter pour tester un nouveau set de micro HF que je me suis payé toujours dans la gamme amateur, donc toujours avec des petites connexions un peu fragiles. Mais les gammes professionnelles, ça va tout de suite. Le micro à 200-300 euros, les transmetteurs à 1000 euros. Donc je laisse ça aux grands artistes, etc. Et je vais aborder aujourd'hui une question que jusque-là j'ai plutôt esquivée, mais qu'on me pose régulièrement à la sortie du livre de nouveau à réactiver un certain nombre de questions ou de commentaires faisant allusion à ça. Le potager du paresseux, est-ce que c'est oui ou non de la permaculture? Voilà la question. Alors je vais essayer de vous éclairer sans entrer dans des polémiques stériles comme un certain nombre de débats autour de sujets à la mode peuvent en générer dans le pur style du battage médiatique auquel aujourd'hui nous sommes habitués. Les raisonnements, ce que j'appelle par 0 ou 1. Tout est ou bien génial, 1, ou c'est nul à chier, 0. Entre les deux, dans des messages en 144 lettres ou dans des émissions à la télé en 2 minutes 50, il n'y a guère de place pour poser une réflexion un peu plus profonde et un peu plus motivée, un peu plus argumentée. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Vous connaissez ma manie, des vidéos qui font 30 minutes, 50 minutes, 1 heure. Là, je suis en train de démarrer. Je ne sais pas où est-ce que je m'arrêterai. Alors, comme je l'ai insinué, cette question, à vrai dire, ne m'intéresse pas beaucoup. Elle ne m'intéresse pas beaucoup parce que quand je suis parti dans cette aventure qui est devenue le potager du paresseux, je m'en fichais complètement de savoir si c'est truc muche, si c'est machin bidule, si c'est permaculture, si c'est pas permaculture. Je n'avais pas de Dieu, je n'avais pas de maître et je n'avais pas d'a priori sur une quelconque approche. J'avais, je le répète parce que pour ceux qui ont vu la 50aine de vidéos qui sont en ligne ou ceux qui vont les découvrir, que j'avais des objectifs très très simples, très très terre à terre. Premier objectif, produire beaucoup. Je ne parle pas d'autosuffisance, je ferai une autre vidéo pour essayer d'exprimer pourquoi je trouve que l'autosuffisance est un concept extrêmement réducteur. Donc, sans viser l'autosuffisance, produire beaucoup. Produire plus que bio, parce que dans les cahiers de charges bio, je trouvais certaines failles, certaines lacunes que je voulais dépasser. Ce qu'on peut appeler des erreurs dans les errances du bio. Troisième chose, je voulais obtenir cela sans engrais pour des soucis de durabilité. Même les engrais naturels éventuellement utilisables en bio, tels que le guano, tels que la potasse naturelle, tels que le phosphate naturel, sont des produits disponibles à l'échelle mondiale en quantité limitée. Et donc, les extraire pour les mettre dans son jardin, ce n'est pas une démarche durable. Sans pesticides, bien sûr sans pesticides de synthèse, compte tenu de leurs effets négatifs, de leur dépendance au pétrole, mais aussi sans certains pesticides dits naturels autorisés en agriculture biologique. Je pense tout particulièrement donc au phosphate de cuivre. Le cuivre étant, dans ma vision des choses, un poison pour le sol, et non seulement un poison pour le sol, mais un poison qui reste dans le sol. Donc voilà,
M'affranchir d'un certain nombre de ces contraintes, c'est ce que j'ai résumé dans le sobriquet plus que bio. Et enfin, c'était à l'origine de tout, compte tenu du fait que physiquement je suis diminué, je voulais obtenir ce résultat sans aucun travail du sol. Donc aucun travail du sol, pas question pour moi de creuser, même si c'est une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 10 ans. Pas question de faire d'énormes buts, d'énormes sillons, bien trop de travail, indépendamment d'un certain nombre de défauts que je vois dans ce méli-mélo, ce remue-ménage dans le sol. Donc voilà, mon objectif n'était pas de faire quelque chose, mon objectif c'était d'atteindre ces objectifs fixés. Oui, la phrase n'est pas très belle, mon objectif était d'atteindre des objectifs. Bon, ben, c'est une phrase nulle, mais vous voyez bien ce que je veux dire, quoi. J'avais dans la tête d'atteindre ces objectifs et rien d'autre. Permaculture, pas permaculture, n'était tout simplement pas un sujet pour moi. Dans ma vie, je ne me suis jamais rallié derrière des modes. J'ai toujours trouvé beaucoup de bêtises dans le fait de marcher derrière quelqu'un. J'ai toujours trouvé beaucoup plus intéressant d'inventer, de créer, en toute liberté, et notamment en toute liberté par rapport aux carcans que peuvent être des modes. Elles ne le sont pas toutes. Certaines modes sont libératrices. Quand, après 68, les mini-jupes sont apparues, c'était, comment dire, quelque chose qui a participé à l'idée d'émancipation des femmes, même s'il y a aussi eu des abus, des errances liées à ça. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet, mais je vais quand même essayer, par honnêteté intellectuelle, de vous apporter une réponse sensée, on va dire. Alors là où je suis un peu enquiquiné, bien évidemment, c'est que j'aime bien parler de ce que je sais ou de ce que je fais. Et sur la permaculture, même si j'ai lu un certain nombre de choses, je ne peux pas me qualifier de spécialiste de la permaculture. Donc, dès maintenant, je marche dans des plates-bandes que je ne connais pas beaucoup ou pas suffisamment, et donc je m'expose à me faire flinguer par tel ou tel spécialiste d'une des nombreuses chapelles de la permaculture, parce que c'est compliqué la permaculture. Beaucoup, et la majorité, le réduisent à une technique de jardinage, généralement, mais pas toujours, associée à l'idée de construire des buts, avec aussi des notions de couverture de sol, avec des idées de biodiversité, avec éventuellement des couvertures du sol, des associations végétales, etc. Et ça, je pense, sans être un spécialiste, que c'est une erreur. Les inventeurs de la permaculture, Bill Mollison et Holmgren, décrivent tout à fait autre chose. Je n'ai pas lu leur livre, mais je me suis notamment informé sur le site de l'Université populaire de permaculture. C'est en ligne, ce que je vais vous résumer, et je pense que c'est une vision honnête et correcte des choses. La permaculture est une approche, une philosophie de vie qui normalement impacte l'ensemble des activités humaines. Donc autant l'éducation, l'habitat, les questions d'énergie, les questions de relations sociales, les questions de liens économiques entre les opérateurs, que effectivement la façon dont on aménage l'espace productif autour de soi, et en particulier la façon dont on aménage son potager. Mais donc vous voyez tout de suite que c'est une toute petite chose parmi un ensemble beaucoup plus grand. Donc de ce point de vue-là, très honnêtement, très franchement, je ne suis pas un permaculteur. Vous devinez à ces quelques images, puisque vous ne voyez pas, que je mène une vie de Français moyen, dans mon canapé, dans mon salon. Alors certes, j'ai une chaudière à pellets que je vous ai montré dans une vidéo précédente, où il est question de l'utilisation des cendres.
Donc j'ai un moyen de chauffage très respectueux de l'environnement, sans doute un des plus respectueux de l'environnement, beaucoup plus respectueux en tout cas que ces poêles et fourneaux que je vois des fois dans certains films relatifs à la permaculture. Parce que j'émets quasiment pas de particules, quasiment pas de composés organiques volatiles, enfin tout ce qui se cache dans ces fumées plus ou moins bleuâtres que vous voyez autour des maisons qui se chauffent avec du bois insuffisamment séché et avec des poêles régulés par l'étouffement, c'est-à-dire quand on régule l'arrivée d'air. Donc on étouffe le feu. Dès qu'on étouffe, la combustion n'est plus optimale, elle n'est plus à température suffisante et ces combustions-là, de bois, matériaux naturels, peuvent être extrêmement polluantes pour l'environnement. Donc voilà, mais à part ça, vous voyez là devant moi un ordinateur, là-bas il y a une box, ici il y a une télé à écran plat, LED, voilà, c'est une maison en briques de pouzzolane, avec des tuiles en terre cuite, ce n'est pas une maison en paille, ce n'est pas une yourte, ce n'est pas... Donc voilà, hein, je ne me considère pas très avancé dans la réflexion, ou plutôt la réflexion si, mais l'action, le passage à l'action en ce qui concerne une vie plus respectueuse de la nature. Devant la maison, je ne l'ai pas dit, mais il y a une voiture, alors on va aller jusqu'au bout, une C5 qui a une quinzaine d'années. Elle fonctionne certes au GPL pour émettre moins de particules, mais c'est une C5 fonctionnant avec un carburant fossile. Je pense qu'un permaculteur trouverait chez moi beaucoup de failles et me critiquerait très très sévèrement et tout à fait à juste titre, hein, je l'assume. Je fais ce que je peux, je fais ce à quoi je suis arrivé dans mes vieux jours et basta. De ce point de vue-là, je pense que la réponse est tout à fait négative. Mon potager du paresseux, c'est un petit système annexe à notre maison, même s'il fait, je dis petit, même s'il fait 500 mètres carrés. Annexe à la maison, ce n'est pas une approche philosophique totale, puissante, une remise en cause complète du système économique dans lequel nous vivons et dans lequel je vis. J'ai besoin pour mon cœur de la médecine scientifique. Hein, quand il me pose des stents, je prends des médicaments pour maintenir très bas ma tension, pour maintenir très bas mon rythme cardiaque, qui sont donc des médicaments, tout ce qu'il y a de plus chimique, depuis 10 ans, 11 ans maintenant. Mais je vis à ces conditions-là. En revanche, si on se penche maintenant strictement sur le potager, et donc si on pense ou si on réfléchit strictement en termes de techniques maraîchères, je pense que le potager du paresseux répond aux principaux critères de la permaculture et sur certains points corrige ce que dans mon livre j'ai appelé quelques défauts techniques dans la permaculture, en tout cas telle qu'elle est pratiquée par la grande majorité des gens qui s'en revendiquent. Alors qu'est-ce qui me fait dire que je respecte, on va dire, les principaux critères de la permaculture? Pas comme je l'ai énoncé dans mes objectifs, pas d'engrais du tout, pas de pesticides, y compris pas les pesticides dont certains sont autorisés en agriculture biologique, pas de travail du sol, une couverture permanente du sol pour à la fois protéger le sol et pour bien nourrir les organismes vivants du sol. Donc, cela s'apparente à de la permaculture ou cela peut être considéré comme une variante des nombreux types de permaculture qui existent. Je pense que le potager du paresseux est une forme assez avancée de permaculture, sur certains points critiquables, sur d'autres points, je pense que la réflexion est plus poussée. Critiquable, par exemple, ma manie
de cultiver les légumes en ligne, ce qui a un certain nombre d'avantages dans la façon que j'utilise, la façon dont je procède, notamment pour dérouler mes rouleaux de foin. Il est clair que quand une culture, par exemple 4 ou 6 rangées d'oignons, sont arrivés à maturité, je les arrache. Il est très facile de passer avec mon rouleau de foin pour réinstaller une autre culture. Si mes oignons étaient dispersés dans les 500 mètres carrés du jardin, j'aurais du mal. Même chose quand en 2015, la sécheresse a sévi ici et qu'il a fallu arroser. Donc là, le fait de pouvoir tirer des lignes de goutte à goutte le long de certaines cultures et d'ajuster les apports d'eau aux besoins de telle ou telle espèce, c'est-à-dire de ne pas arroser de la même façon les poireaux, les choux, les salades. Donc par exemple de mettre beaucoup plus d'eau aux salades extrêmement sensibles à la sécheresse qui sinon sous l'effet du stress monte très facilement en graines, alors qu'un poireau, il arrête sa croissance, il a moins de feuilles. Vous pouvez lui serrer le kiki, il poussera à l'automne quand l'humidité sera revenue. Voilà, donc ça me permet d'ajuster, mais cette manie-là est une entorse, je dirais, à la biodiversité et n'est pas du tout un optimal. Ce n'est pas catastrophique puisque ça marche. Deuxième point négatif qu'on peut voir, mon potager est parti d'une prairie et même si j'ai installé des framboisiers, des cassissiers, etc., il manque singulièrement de hauteur. Je continue de faire des haricots nains, des choses comme ça, et j'exploite mal la verticalité. Ceci dit, là aussi, ce serait à nuancer. Le facteur lumière étant le carburant du vivant, plus on va vers le nord et plus on va étaler ces cultures pour profiter de l'incidence lumineuse, et bien sûr, plus on va vers le sud et on se rapproche d'une oasis dans le Sahara, et plus, bien entendu, il est important de filtrer l'excédent de lumière par des arbres ou des arbustes. Donc là, mais on pourrait critiquer ça, c'est loin d'être l'optimum chez moi. Se rajoute le fait que, bien évidemment, comme j'ai de la surface, je m'en fous un peu, l'extension se fait essentiellement horizontalement. Chaque fois que je me dis ou que mon épouse ou mes enfants me disent mais pourquoi on ne cultive pas telle ou telle plante, je déroule un rouleau sur la prairie et je leur fais telle ou telle plante. Je n'ai pas besoin de monter en hauteur, donc je m'affranchis de cette contrainte, mais on peut critiquer ça et on peut, dans certaines situations, dans certaines circonstances, bien évidemment l'améliorer. Donc il y a un certain nombre de points comme ça sur lesquels je ne dirais pas du tout qu'il faut imiter ce que je fais, à chacun de faire son potager en fonction de ses contraintes. La bonne agronomie n'est pas une réponse standard à des problèmes. La bonne agronomie commence par un diagnostic. Quelles sont les forces du système que j'ai, la richesse du terrain ou des défauts du terrain, l'exposition favorable ou défavorable, un marché ou pas, quelles sont les faiblesses de ce système-là. Et l'agronomie intelligente consiste à optimiser l'utilisation des forces et à minimiser l'impact des défauts. Voilà, une réponse standard, c'est la signature de la non-agronomie. Je suis un couillon, je suis un guide, et je fais la même chose partout, alors que la nature nous montre d'une façon évidente qu'à tel endroit, la végétation qui se met en place spontanément, par exemple un bosquet, une friche, n'est pas du tout le même qu'à tel ou autre endroit. La forêt derrière chez moi n'a rien à voir avec une garrigue dans le Midi, avec un maquis corse,
avec une forêt de bouleaux en Estonie, etc. Donc, c'est bien la preuve que la nature donne le signal à celui qui marche les yeux ouverts, pas celui qui suit aveuglément un gourou qui lui dit « il faut faire comme ça ». Celui qui marche les yeux ouverts, la nature lui donne le signal, il y a des contraintes, il y a telle ou telle opportunité, et donc il faut s'adapter. C'est ça de l'agronomie. Bon, j'ai dérivé un tout petit peu. Je continue. On pourrait trouver l'une ou l'autre critique encore. Elle ne me saute pas à l'œil, donc on va aller sur ce que je pense étant un très gros progrès dans le potager du paresseux, sans avoir les chevilles qui enflent. Je ne sais pas si elles sont dans la caméra, mais regardez bien si mes chevilles enflent. Hein. Donc si elles enflent, vous coupez. Hein. Mais si elles n'enflent pas, vous pouvez quand même écouter ce que je vais dire. Donc je pense que là où mon approche a fait des avancées, c'est la question de l'apport de matière organique pour bien nourrir les organismes vivants du sol. Et même en amont, je dirais, commencer la réflexion par se dire « stop ». La première chose à faire si je veux jardiner de façon respectueuse de la nature, c'est de ne pas commencer par détruire. Donc, pas de motoculture, pas de bêche, rien. Et donc, bien évidemment, pas creuser pour construire des buts, puisque je ne vois pas le sens de ce que ça peut avoir de commencer par démolir. Démolir les galeries des vers de terre, mettre les bactéries en haut qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont en bas, mélanger tout ça, etc., etc. Introduire du bois dans un système potager où il n'a pas sa place. Les plantes, les légumes que nous cultivons dans un potager sont pour l'essentiel des plantes issues de ce qu'on appelle les savanes, les milieux ouverts, ne sortent pas du tout de la forêt, avec des exceptions notables, hein, ceux qui suivent mes vidéos les connaissent, fraises, framboises, cassis, etc., qui sont des plantes originaires de la forêt et que je traite différemment avec le BRF, que je ne traite pas en phénoculture, donc en culture avec le foin. Donc première chose, je ne comprends pas qu'on puisse penser coopérer avec la nature en commençant par lui mettre un coup de bambou. Donc, je ne touche pas le sol, pas même de grelinette comme je le dis toujours. J'étais parti dessus, je reviens. Deuxième chose, si les organismes du sol travaillent pour moi, bien évidemment que je me dois de bien les nourrir. Bien les nourrir, c'est de leur apporter de la matière organique qui est équilibrée dans les rapports carbone-azote. Steak, frites. Pas seulement des patates, pas seulement des pâtes. Je schématise bien sûr, hein, vous voyez l'analogie. Mais suffisamment d'énergie à travers des matières carbonées, symbolisées donc par les steaks, les pâtes, mais en juste proportion pour que ces organismes puissent se développer, se multiplier, construire leur corps, fabriquer des enzymes, fabriquer des protéines, fabriquer de l'ADN, de l'ARN. En juste proportion, il faut de l'azote. Mes calculs vont simplement, je dirais bêtement, naïvement, amener vers le foin comme matériau naturel qui respecte cette condition. Et dans mes conférences, je n'arrête pas de le dire, ça, même un âne le sait. Mettez un tas de foin à votre gauche, mettez un tas de paille à votre droite, amenez votre âne, postez-le 10 mètres devant et lâchez-le. Je vous parle tout ce que vous voulez, qu'après avoir reniflé des deux côtés, il se nourrira du tas de foin et il négligera la paille. J'en suis convaincu. Et alors là, il faut savoir que les organismes vivants ont,
depuis leur apparition il y a 3,4 milliards d'années, en gros, des principes qui sont intangibles. Ils reconstituent les mêmes mécanismes de base. Une cellule de notre corps est finalement assez voisine dans ces mécanismes, même si c'est un peu plus perfectionné, que les cyanobactéries ayant existé il y a 3 milliards d'années. À tel point que vous pouvez vérifier la composition du sérum, c'est-à-dire du jus dans lequel baignent nos globules rouges et qui baignent toutes nos cellules, est très très voisine de l'eau de mer. 3 milliards d'années après la découverte de la vie, le vivant, dans mon corps, reconstitue un espèce de jus qui est voisin de l'eau de mer. Étonnant, non? Et ça vous dit que il y a une grande unité dans le vivant, et de la même façon qu'en nourrissant des vaches, des chèvres, des ânes, tout ce que vous voulez, des petits lapins, vous devez veiller à avoir suffisamment d'énergie, donc suffisamment de carbone, et suffisamment d'azote, et puis quelques éléments minéraux aussi. De la même façon, vos organismes du sol, dont les vers de terre, dont les bactéries, dont les champignons, il faut leur apporter une nourriture équilibrée. Et alors là, évidemment, je suis catastrophé quand je vois toutes ces vidéos où on balance n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. Des feuilles mortes, très pauvres, puisque l'arbre a tout vidé avant de balancer ses feuilles. De la paille, qui est un déchet, qui est une tige. Regardez une des vidéos où j'explique cela. On a enlevé l'épi de blé qui est riche, l'homme l'a piqué, et on garde cette espèce de tige qui est une matière pauvre. Le carton qui est un arbre à tronc qu'on a broyé, qu'on a traité, qu'on a filtré, on a gardé les fibres. Donc c'est une matière extrêmement pauvre. D'ailleurs, regardez un film sur l'Inde où il y a des vaches sacrées, des vaches qui errent dans les rues de New Delhi et qui se nourrissent essentiellement de carton. Comparez-les à une de nos vaches. Elles font quelques litres de lait par an pour nourrir leurs veaux, et pour faire une radiographie, pas besoin d'un appareil de rayon X, une lampe de poche suffit tellement elles sont fines. Donc, un carton ne nourrit pas un animal. Pas plus qu'une sciure. Et que par conséquent, donc, je pense que le potager du paresseux est une avancée sérieuse en matière de qualité de nutrition des organismes du sol qui travaillent pour moi dans mon potager. Tout en jouant tous les autres rôles, protection contre la pluie, couverture du sol pour priver de lumière et donc pour bloquer le développement des adventices, apport de fibres pour former des substances humiques, protection contre le choc des pluies pour éviter que ne se forment des croûtes. Donc le foin a toute une série de caractéristiques qu'on trouve chez d'autres matériaux, les mulch, les feuilles mortes, la paille, le carton, mais il a en plus l'avantage d'être une excellente nourriture. Donc moi, mon principe, c'est de ne pas en foutre lourd, de surtout pas retourner la terre, mais de nourrir les organismes et de les nourrir bien. Steak, frites. Un peu de steak juste approprié et la quantité d'énergie qu'il faut. Donc là, très franchement, je pense que les permaculteurs feraient parfois bien de regarder mes vidéos et de s'en inspirer. Quand je vois que des fois on amène, un peu rigolo par exemple que j'ai vu, c'est des gens qui apportent du bois mort. Alors là, très franchement, quand on connaît, alors, sans doute ils ne connaissent pas, sinon ils se trouveraient ridicules eux-mêmes. Mais quand on connaît un peu ce qui se passe dans un sol vivant, apporter du bois mort, quel sens est-ce que ça peut avoir? Il est mort, et quand je parle de bois mort, c'est ce bois déjà décomposé, très léger, qu'on porte, parce que toute l'énergie a déjà été digérée dans la forêt par les champignons de la forêt.
Donc le carbone, l'énergie est déjà partie en l'air, exactement comme dans un compost. Alors le prétexte est qu'il faut apporter des champignons. Enfin, il faut quand même être ignorant pour savoir que dans une forêt, dans un système très particulier dominé par le ligneux, ce ne sont pas les mêmes champignons que ceux qu'il y a dans le jardin. Il y a dans une cuillère à café de sol d'un potager plusieurs milliers d'espèces de bactéries et plusieurs milliers d'espèces différentes de champignons. C'est encore plus insensé de penser que cela va coopérer avec les légumes vivants dans ce qu'on appelle les mycorhizes, c'est-à-dire cette symbiose entre les racines dans le sol et des champignons qui vont chercher des minéraux, chercher de l'eau pour les fournir à la plante en échange de substances nutritives organiques que la plante donne à ces champignons qui ne savent pas se nourrir, qui ne savent pas capter eux-mêmes l'énergie de la lumière. Donc ces mycorhizes sont très particulières, il y a différentes espèces, certaines adaptées aux plantes de type légumes, donc celles issues des savanes, des milieux ouverts, et il y a d'autres mycorhizes spécifiques des arbres et même spécifiques de certains arbres. Si les truffes poussaient sur les rutabagas ou sur les céleris ou sur les choux, cela se saurait. Donc, ramener des champignons, enfin du bois mort dans son jardin en espérant que ces champignons vont favoriser les légumes, mais c'est être d'une naïveté incroyable, enfin c'est plutôt être d'une ignorance incroyable. Donc voilà, il y a dans mon potager, je pense, matière à réflexion pour des gens qui font beaucoup, de mon point de vue, je vais me faire critiquer pour cette phrase, mais je vais la balancer quand même, de mon point de vue, beaucoup d'agitation tout en pensant faire une action. Quelle est la différence entre une agitation et une action? Une agitation, c'est brouillon, ça tourne dans tous les sens. Il y a de fortes chances qu'à la fin d'une agitation, on soit encore au point de départ. Une action est un mouvement qui a un sens. Je vais de là à là. Je progresse, j'avance. Alors, un des aspects que je ne voudrais pas zapper par rapport à ce travail du sol lié à la construction des buts, c'est la question de la performance du travail, de ce qu'on appelle la productivité du travail. Il est évident qu'un système où on consacre autant d'énergie à construire des buts ne peut avoir qu'une rentabilité très très faible par rapport au travail humain. Donc peut-être qu'avec une certaine quantité d'efforts, on arrive à nourrir une famille, la fameuse question de l'autosuffisance, mais dès lors qu'on ambitionne de faire la promotion d'un système censé nourrir la population entière, il faut savoir qu'une personne qui consacre son temps à l'agriculture et qui, par ailleurs, consomme un certain nombre de services, de biens, d'électricité ou de que sais-je, issus du travail d'autres personnes, une personne doit nourrir beaucoup, ou disons plus, de personnes que sa seule famille. Actuellement, on a un système évidemment extrêmement productiviste en termes de travail grâce à l'énergie fossile, ce qui n'est pas un système durable. Donc un agriculteur français arrive à nourrir 15 familles à peu près, même plus, qu'est-ce que je dis? Il reste 3% d'agriculteurs, donc un agriculteur nourrit une trentaine de familles. Sans doute, ceci n'est pas tenable. Néanmoins, retomber à la simple autosuffisance, c'est-à-dire moi, à partir du moment où je me nourris, n'est évidemment pas un système reproductible à très large échelle, parce que sinon, ça veut dire que tous les autres, et notamment ceux qui vont continuer à assurer des services publics, à faire l'école à nos enfants,
à produire l'électricité, à produire les caméscopes, les ordinateurs que nous utilisons malgré tout, puisque même les permaculteurs font des vidéos. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes consacrent leur temps à faire autre chose que de cultiver leur nourriture. Et donc, ça veut dire qu'un permaculteur qui voudrait se lancer, là je ne parle plus du potager familial, mais je parle d'un potager, d'un maraîchage, d'un système maraîcher, doit veiller à la question de la productivité du travail. Parce que sinon, si la productivité est très faible, il n'y a que deux solutions. Soit cette personne a des revenus extrêmement faibles et aura du mal à vivre de son activité et à soutenir toutes les charges, ou alors elle se donne un revenu correct, mais vu qu'elle produit relativement peu, ce sera un produit de luxe qui se vendra à un prix exorbitant. Alors les premiers, les pionniers, vont sans doute trouver des gens qui ne comptent pas, ça existe. Je croise des gens en Porsche Cayenne. Quelle idée de rouler en Porsche Cayenne quand une C1 à 6 000 € marche très bien. Donc, effectivement, ceux-là pourront se payer le kilo de rutabaga à 12 € ou à 15 €, ils ne comptent pas. Ah, chérie, j'ai trouvé des rutabagas plus que bio. C'est génial. Ah, goûte. Et puis, ils invitent leurs copines, etc. Mais ça, ce n'est pas un système reproductible. Les gens qui travaillent, qui vont tous les jours au boulot et qui ont du mal à finir leur fin de mois, ne pourront pas se payer des rutabagas à 12 € le kilo. Et donc, actuellement, je trouve que toute la discussion autour de la permaculture fait une impasse gravissime autour de la question de la productivité du travail. Un système agricole qui produit de la nourriture, il faut le scruter sous deux aspects. Par hectare, combien est-ce que j'obtiens? Parce que, malheureusement, nous sommes nombreux sur cette terre, et donc les terres productives, eh bien, il faut qu'elles produisent suffisamment pour nourrir l'ensemble de cette population. Bien sûr, il y a des gains à faire si on renonce à la viande ou à une partie de viande, etc. Donc, il y a des marges de manœuvre macroéconomiques extrêmement importantes. Mais à un moment donné, quand même, la question de la productivité à l'unité de surface se pose. Et de la même façon, la question de la productivité à l'unité de travail humaine, c'est-à-dire la force de travail qu'a une personne par jour ou par an, cette question-là, on ne peut l'éluder, sinon, au bout, si on fait l'impasse là-dessus et qu'on généralise un système qui n'est pas assez productif, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui vont souffrir de famine au bout du processus. Voilà, petite parenthèse sur quelque chose qui me paraît très très important, totalement squeezé des débats actuellement. Bon, ben voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long sur un sujet dont j'ai prétendu que je n'y connaissais pas grand-chose. Vous l'aurez compris, pour moi, ce n'est pas un problème ou ce n'est pas une question, ce n'est pas un sujet. Je fais ce que j'ai envie de faire, ça me plaît, ça me donne beaucoup de satisfaction. Pas besoin de savoir si oui ou non c'est de la permaculture. Si pour vous c'est une question importante, je vous conseille de creuser un peu, les différents aspects que j'ai survolés là. Je ne vais pas faire de vente forcée de mon livre, mais bon, vous y trouverez des éléments un peu plus approfondis. Je décris ce système vivant et qu'est-ce qui m'a amené vers le foin, qu'est-ce qui m'a convaincu du fait qu'il est important de ne pas travailler du tout la terre, donc de ne pas commencer par détruire. Et puis après, vous ferez vos choix. Vous ferez vos choix, vous prendrez vos décisions, ou vous ne la prendrez pas. Ce n'est pas très, très important pour moi. Voilà. Certains propos que j'ai pu tenir peut-être vont susciter des polémiques. Donc je vais être très clair, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai aucune envie de polémiquer, d'autant plus que je me rends compte que très souvent, tout simplement, on n'est pas d'accord sur le fondamental. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai donné mes objectifs
pour que vous puissiez juger si oui ou non, c'est par rapport à ces objectifs-là qu'il faut voir. Est-ce que oui ou non, j'ai des légumes? Est-ce que oui ou non, ils sont bons? Est-ce que oui ou non, ils sont plus que bio, c'est-à-dire encore plus respectueux de l'environnement et des énergies fossiles et des substances, des engrais naturels fossiles que ne le sont les produits bio? Est-ce que ça marche? Voilà. Bien entendu, dès lors qu'on coopère avec le vivant, ceux qui connaissent mes vidéos, et les autres, j'espère qu'ils prendront la peine de les découvrir, verront que quand on joue avec le vivant, voilà, quand on joue, on ne joue pas, quand on coopère avec le vivant, et des fois ça marche, souvent ça marche, puis des fois ça ne marche pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce joyeux bordel que j'ai décrit comme étant le sol. Donc de temps en temps, flop, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Vous êtes en surface du sol ou au-dessus du sol. Difficile de savoir ce qui se passe sous terre. Et donc, de temps en temps, oui, la nature, elle a décidé de ne pas coopérer. C'est son droit le plus strict. Coopération, ce n'est pas mettre sous un cache, ce n'est pas mettre sous perfusion, ce n'est pas pchit, pchit, pchit. C'est moi qui commande et il n'y a que moi qui commande dans mon jardin. Moi, quand je coopère avec les organismes du jardin, bien évidemment, de temps en temps, ils ont le dessus. Et ça, je dois l'accepter. Sinon, je ne coopère pas, sinon je m'attraque. C'est un autre choix, ça s'appelle l'agriculture conventionnelle, éventuellement bio, avec des produits, avec des machins, avec produits de synthèse dans le cas du conventionnel ou produits naturels dans le cas du bio. Donc je sulfate et puis tant pis pour les champignons du sol, ils n'ont qu'à crever. Donc ce n'est pas le choix que j'ai fait. Il est risqué. Hein. En général, ça marche. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas combien ça va durer, cette affaire-là. Hein. Prochaine fois, j'espère qu'il fera beau, qu'on sera dehors dans le jardin. Mais je voulais quand même, là, en relation avec la sortie du livre et des questions qui immanquablement sont venues. Hein, le premier article qui est paru dans Oui Demain tout de suite évoque la permaculture. Donc je me suis cru un peu obligé de faire cette mise au point, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps et pour ceux qui me connaissent, au moins qu'ils sachent ce que moi j'en pense. Allez, ciao, à une prochaine.